milliards de dollars. Pour vous donner un ordre de grandeur, le premier français Amundi est 9e avec 2000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc on voit un peu les proportions. Pour autant, ça ne répond pas à ma question. Pourquoi Fidelity pour parler du PER? Eh bien, j'y viens. Fidelity, donc c'est une naissance évidemment après-guerre aux États-Unis, sur ce marché américain et sur un certain nombre de marchés dans le monde entier, notamment en Asie et au Japon, où Fidelity propose des fonds justement à tous les épargnants qui ont envie d'épargner pour leur retraite. Donc Fidelity est un acteur majeur finalement sur ce marché financier de la retraite. Fidelity, c'est quoi? Jean-Denis vous le dira certainement mieux que moi, mais juste pour vous dresser un petit tableau, c'est 25% des 401K aux États-Unis. Et les 401K sont ces régimes de retraite d'entreprise. 25% est confié à Fidelity. Et Fidelity, c'est aussi toujours aux États-Unis la gestion de la retraite de deux ménages sur trois, c'est ça? Ou un sur trois, je ne sais plus maintenant. Deux ménages sur trois, c'était bien ça. Donc vous voyez le poids de Fidelity en matière de retraite. Alors ça nous intéresse d'autant plus qu'en France, ce marché qui était absolument balbutiant depuis un certain nombre d'années est en train de connaître une nouvelle jeunesse avec la loi Pacte, puisque ça a déverrouillé tout un tas de choses, notamment la gestion financière. Cette fois, le législateur a pris les choses en main et il s'est dit, les Français, il y en a assez, avec vos bons vieux fonds en euros, on va vous obliger, ou quasiment, à aller sur la gestion un peu plus dynamique, la gestion action. Et c'est là qu'on a besoin effectivement de l'expertise et du savoir-faire de Fidelity, qui pratique ce type de gestion d'actifs long terme et en vue de la retraite depuis quasiment l'après-guerre. Alors, en France, le PER, vous le savez, alors, il existe depuis la loi Pacte, il existait un peu avant, mais il était un peu moins sexy avant, un peu moins souple. Ça marche très très bien. Ce produit, vous le disiez tous les deux, il est très bien né. Tout le monde en est assez satisfait, les utilisateurs comme les clients. En France, c'est 3 milliards de collecte nette de janvier à fin septembre, les derniers chiffres. C'est plus de 23 milliards d'actifs sous gestion, pareil, arrêtés à fin septembre. Et c'est plus de 2 millions de Français équipés. Donc on va voir, on a beaucoup parlé donc effectivement de la loi Pacte, des apports de la loi Pacte. Donc ces apports, c'est de la souplesse, c'est des modes de sortie qui sont beaucoup plus souples, c'est des choses comme ça. Mais ce qu'il faut dire aussi, et c'est ce qu'on va faire ce matin, c'est parler de ce que la loi Pacte induit en termes de gestion financière. Et donc, je vais immédiatement donner la parole à nos deux spécialistes. Alors Jean-Denis, peut-être pour commencer, Fidelity et la retraite, c'est une longue histoire, notamment aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous donner davantage de détails? Oui, merci Mireille, bonjour à tous. Effectivement, Fidelity et la retraite, c'est une longue histoire. Alors, vous l'avez déjà un peu dit Mireille, mais juste après-guerre, en fait, la famille Johnson, puisque Fidelity est une maison privée, bien que les encours qui aient été donnés par Mireille soient très importants, ça reste une maison privée qui est principalement détenue par une famille, la famille Johnson, qui a, aux États-Unis, créé en 1946 Fidelity Investment. Nous appartenons, Christophe Fernandez et moi-même, à Fidelity International, qui est une autre entité de Fidelity qui s'occupe du reste du monde. Alors, le reste du monde, vu d'un Américain, c'est tout ce qui n'est pas sur le territoire nord-américain. Et donc, Fidelity International s'occupe du reste du monde hors territoire nord-américain. Et finalement, ces deux maisons, Fidelity Investment aux États-Unis et Fidelity International, sont deux maisons qui ont effectivement la retraite dans leur ADN. Et très rapidement, pour ceux qui ont voyagé aux États-Unis, ils connaissent Fidelity pour deux raisons. La première, c'est ou bien parce que dans les grandes villes, vous voyez des petits corners avec des agences Fidelity, puisque Fidelity s'adresse aux particuliers et propose d'ailleurs des produits Fidelity, mais des produits d'autres banques, d'autres sociétés de gestion également. Et puis l'autre raison, c'est ce que mentionnait Mireille, c'est qu'assez tôt, Fidelity s'est positionné sur le sujet de la retraite aux États-Unis. Sujet extrêmement important parce qu'aux États-Unis, la retraite est foncièrement différente en termes de mode de fonctionnement que ce qu'on a pu connaître globalement en Europe continentale et plus particulièrement en France, avec une retraite par répartition inexistante. Et donc le besoin, très rapidement, au travers d'une retraite par capitalisation, de prendre en main sa retraite et donc au travers
ce qu'on appelle aujourd'hui des fonds de pension, mais qui ont une connotation relativement négative, toujours malheureusement en France, finalement, de pouvoir prendre en retraite, de pouvoir prendre en main sa retraite. Et Fidelity a été précurseur dans ce domaine-là aux États-Unis à partir de juste après l'après-guerre, et donc est très connu parce que, effectivement, comme le disait Mireille, vous avez deux types de véhicules aux États-Unis, et je vais essayer de faire des parallèles avec ce qui a été mis en place aujourd'hui par la loi Pacte. Le premier véhicule, et vous l'avez mentionné, c'est le 401K. Alors le 401K, c'est rien d'autre que le PER collectif, c'est-à-dire le plan d'épargne retraite auquel vous pouvez souscrire via votre entreprise si vous êtes salarié par exemple. Ça s'appelle le 401K aux États-Unis. Et puis, vous avez le PER individuel, qui peut probablement vous intéresser un petit peu plus ici, qui est l'équivalent de ce qu'on appelle l'IRA aux États-Unis, donc IRA, qui est l'équivalent du PER individuel. Et sur ces deux domaines-là, Fidelity est extrêmement présent au travers de véhicules qu'on a finalement importés chez Fidelity International. Donc on s'est appuyé sur le savoir-faire de nos cousins aux États-Unis pour prendre ce qui fonctionne bien ailleurs, parce que de temps en temps, on n'a pas forcément besoin de réinventer la roue. Surtout qu'aujourd'hui, avec la loi Pacte, le très gros avantage, c'est qu'on a finalement des systèmes qui commencent à se ressembler. Je peux mentionner par exemple les passerelles qui existent entre le 401K et l'IRA, le PER collectif et le PER individuel, qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Et donc, c'est ça le grand changement, je dirais, dans l'environnement actuel, c'est celui-là. Le deuxième élément, c'est peut-être aussi un élément d'aversion au risque, etc. Mais ça, on va peut-être en parler un petit peu plus tard. Merci Jean-Denis. Question à Christophe. Je vous entends dire souvent que la loi Pacte, que du coup le père est bien né. Vous venez de publier une étude que je vous montre, elle est disponible sur le site, elle est passionnante, c'est plus de 50 pages. Vous avez interrogé des gens, des vrais épargnants, pas des gens, ceux qui épargnent, pour savoir quelle place demain dans l'épargne des Français, le père. Et donc, ils ont répondu quelles étaient leurs préférences en termes de gestion financière, etc. Et alors, Christophe, dans cette étude, donc, qui est disponible sur fidelity.fr, il y a pas mal de choses intéressantes. Qu'est-ce que vous voyez est-ce que la loi Pacte, à votre avis, a répondu aux attentes des gens qu'on découvre dans cette étude, justement? Merci Mireille, bonjour à tous. Alors cette étude, elle couvre plus largement le spectre de la retraite à travers aussi les intermédiaires. Vous-même, CGP qui ont été interrogés, banquiers privés, courtiers et évidemment épargnants finaux. Et on se rend compte d'une chose, c'est que pour une fois, je dirais, il y a un alignement des intérêts de tous. C'est quand même assez remarquable que de l'épargnant à l'intermédiaire financier qu'à l'assureur, tout le monde se rende compte que le PER a révolutionné le monde de la retraite. Les produits retraite avant étaient un peu regardés comme des produits de niche avec des rentes à terme qui posaient des problèmes au CGP. Et aujourd'hui, le fait d'avoir beaucoup plus de souplesse sur ce type de produit relance finalement une vraie offre retraite à côté de l'assurance vie, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Aujourd'hui, je pense que vraiment le PER est bien né parce qu'on le voit en termes de chiffres, mais aussi on le voit en termes d'engouement. Vous, CGP, vous en vendez, les courtiers en vendent, les banquiers privés en vendent, les clients finaux sont intéressés aussi par cette démarche-là, et on se rend compte qu'aujourd'hui, les jeunes aussi sont intéressés par ces produits-là. Ce qui est un peu nouveau, et ce qui est vraiment aujourd'hui, je pense, salvateur pour le régime de retraite général, que les gens commencent à préparer leur retraite tôt avec un produit, encore une fois, qui est bien né. Donc l'étude est vraiment très large. Je vous invite encore à la consulter sur le site de fidelity.fr, mais en substance, c'est ça qui ressort de cette étude, et c'est assez remarquable parce que, encore une fois, les produits financiers qui sortent, il y en a beaucoup. Un produit né de l'État, la loi Pacte, c'est quand même une grosse révolution. Et aujourd'hui, on se rend compte que vraiment l'enjeu est là. Et nous, on essaye humblement de répondre à cet enjeu. Merci Christophe. Une autre question, Christophe, toujours. Dans cette étude, justement, il apparaît quelque chose de très intéressant, c'est que les 25-43 ans, donc ceux à qui on demande en ce moment, enfin, pour qui il serait peut-être judicieux d'épargner effectivement pour leur retraite, avant la loi Pacte, ils étaient 2% à détenir quelque chose qui ressemble à un père. Après la loi Pacte, ils sont déjà 7% à détenir un père. Donc on voit bien que ça fonctionne. Pour eux, justement, cette cible de clientèle-là, les jeunes, est-ce qu'à votre avis, la loi Pacte est un vrai plus? Et pourquoi? Alors, la loi Pacte est un vrai plus, car le PER offre une souplesse qui n'existait pas dans le passé.
à savoir que les jeunes peuvent racheter leur contrat de retraite pour leur résidence principale. Et ça change tout finalement. Même si l'enjeu était la retraite, avoir cette capacité à sortir à un moment donné pour une raison comme l'achat d'une résidence principale donne une fenêtre qui n'existait pas dans le passé. Donc aujourd'hui, un jeune peut épargner dans le cadre de sa retraite et puis, s'il s'avère qu'il a besoin de son argent, peut à tout moment, dans le cadre, encore une fois, de cet achat de résidence principale, en sortir. Et c'est quand même cette souplesse-là qui révolutionne, encore une fois, cette enveloppe fiscale. Et je pense que même avant 25 ans, pour les jeunes enfants, c'est aussi un critère de souscription qu'on n'a pas évoqué dans l'étude, mais qu'on voit bien aussi arriver. Des parents peuvent ouvrir des PER pour leurs petits-enfants, car ils sauront que quand ils seront majeurs, ils pourront en sortir pour leur résidence principale. C'est quand même un atout qui est vraiment nouveau et qui, encore une fois, relance ce produit retraite. Oui, ça évite peut-être des montages que vous connaissez bien, assurance vie et pacte adjoint, des choses comme ça, où effectivement, ça permet de dire le capital sera utilisé comme ça à telle échéance. Avec le PER, vous êtes sûr que de toute façon, il ne peut sortir que pour l'achat de la résidence principale. Donc, si c'est votre objectif de parents ou de grands-parents, c'est pas mal, ça fonctionne. Jean-Denis, quels sont les apports, là, on arrive vraiment dans le vif du sujet sur votre cœur de métier. Quels sont les apports de la loi Pacte en matière de gestion financière en vue de la retraite? Elle a dit un certain nombre de choses. Est-ce que ces choses-là, c'est quoi déjà? Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi, ou vers quoi on tend en matière financière, et est-ce que c'est opportun? Avant de répondre directement à cette question, Mireille, je voudrais juste revenir sur l'étude parce que je vois qu'on a un éminent représentant de la salle en la personne de Pascal Koenig d'Insight AM qui a réalisé cette étude avec nous, et donc j'en profite pour le remercier aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est une étude extrêmement intéressante et Christophe a pu dévoiler quelques éléments de cette étude. Le sujet, et quand on avait aussi préparé cette étude avec Pascal, le sujet qui était intéressant, c'était de voir en fait la différence entre la situation aux États-Unis et la situation en Europe et en France en particulier. Je reviens avec la comparaison sur les États-Unis parce que c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment se comparer par rapport à la situation américaine parce qu'on a une histoire foncièrement différente. Mais les encours sous gestion, quand je prends le ménage américain versus le ménage français en termes d'épargne pour la retraite, on parle de 1 pour 8. C'est-à-dire que de facto, parce que la situation est ce qu'elle est aux États-Unis, les Américains ont mis beaucoup plus, je dirais, d'intérêt d'une part, parce qu'il n'y a rien d'autre, et d'autre part, de produits plutôt risqués en fait dans leurs allocations par rapport aux épargnants français. En France, aujourd'hui, on a à peu près 5 500, 6 000 milliards d'actifs financiers au sein des ménages français. Quand vous prenez la totalité de ces actifs-là, vous en avez environ 2/3, c'est du fonds euro et c'est de l'épargne réglementée. Et puis aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'épargne sur les comptes titres, environnement post-Covid, avec une épargne relativement abondante. C'est-à-dire qu'on a globalement plus de 60% des actifs qui sont rémunérés à zéro, voire en taux négatif, ou à des niveaux de rendement qui sont extrêmement faibles. Ça, c'était une situation qui était acceptable dans les années 80 et les années 90. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Et du coup, ça nous a forcé à nous poser la question, dans un environnement de retraite, quand je regarde les encours de retraite qui existent aujourd'hui en France, voilà, les spécialistes vont nous dire qu'on est à peu près entre 250 et 300 milliards. En fait, c'est rien du tout par rapport à ce qui existe dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis. Après, si je rajoute les encours de l'épargne, de l'assurance vie, qu'on arrive à ségréguer et à mettre spécifiquement sur la retraite, on peut peut-être rajouter 300 milliards. Mais même si je rajoute ces 300 ou 350 milliards-là, ça reste quand même très très peu par rapport à ce qui existe dans d'autres pays. Donc, on a l'obligation, nous, en tant que professionnels, de pouvoir orienter davantage les actifs des épargnants français sur la retraite. Et ce qui a changé en termes d'épargne financière, c'est que le gros sujet pour nous, ça va être, parce que la retraite de facto, on a un peu plus de temps devant soi, ça va être de changer les allocations. Le vrai sujet, c'est un problème d'allocation. Si je reprends l'exemple du 401K ou plutôt du père collectif en France, je suis à chaque fois assez effaré de voir le nombre de fonds euros et de fonds monétaires qu'on peut retrouver même dans l'épargne salariale, avec
parfois beaucoup de salariés ou beaucoup d'individus qui regardent leurs actifs et qui se rendent compte qu'ils ont 20, 30, 40, 50%, voire plus en fonds monétaires sur des actifs qui aujourd'hui, vous avez la seule certitude, c'est de perdre de l'argent et qu'ils utiliseront probablement dans une vingtaine d'années. L'allocation de capital, elle est juste catastrophique. Ça, c'est un problème qui est quand même très français, parce que c'est vrai qu'on a été mal habitué pendant des années avec le fonds euro, avec la garantie en capital, et donc on a un vrai effort, et c'est en cela où le PER est formidable, c'est que vous qui êtes des professionnels, vous voyez bien qu'on a la possibilité aujourd'hui, en donnant du temps au temps, de, je dirais, dédramatiser la notion de volatilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder ces sujets-là sur le mois ou le trimestre, on va laisser du temps et on va pouvoir s'affranchir de la volatilité au travers de produits spécifiques dont on va parler après. Donc pour moi, le grand sujet, c'est véritablement d'adresser cette problématique d'allocation de capital et du coup, au travers du PER, de redonner l'importance du temps et donc de pouvoir prendre un peu plus de risques, même si aujourd'hui, et à juste titre, le législateur a privilégié une solution par défaut qui est une solution équilibrée dans les grilles de désensibilisation, avec une proportion non négligeable en niveau de risque 3, donc en niveau de risque, je dirais, moyen, ce qui est normal, mais d'essayer d'accompagner de plus en plus les épargnants dans un objectif de retraite, à prendre un peu plus de risques et à s'affranchir de la volatilité des marchés. C'est ce qu'ont réussi à faire les Américains et quelque part, peut-être un peu trop. Je pense qu'en France, on est trop prudent et aux États-Unis, ils adorent le risque et parfois ils sont peut-être un peu trop agressifs. Idem d'ailleurs en Asie, c'est très intéressant de voir que l'aversion au risque en Asie, elle est quasiment inexistante. Les Asiatiques, en termes d'investissement, c'est vrai que quand je regarde les portefeuilles et ce qu'ils achètent, ça ferait frémir quand même plus d'un investisseur français aguerri. Et donc, on se dit finalement, la vérité, elle est peut-être au milieu. Et il y a un gros travail à faire de notre côté, d'amener les investisseurs en France sur un peu plus de risques. Je regardais les actifs de retraite des Américains, il y a quand même plus de 45% en actions américaines. Alors tant mieux, ils sont contents aujourd'hui. Mais c'est quand même énorme. Et je ne vous parle pas du reste, il y a aussi des actions internationales, des obligations à rendement élevé, etc. Donc les allocations sont foncièrement différentes. Je ne dis pas qu'il faut copier les États-Unis, mais je pense qu'il faut s'en rapprocher un peu pour aller vers quelque chose d'un peu plus diversifié, et surtout dans l'environnement de taux bas qui est le nôtre aujourd'hui et qui va probablement le rester pendant de nombreuses années, d'essayer d'emmener un peu plus les épargnants français vers cette prise de risque supplémentaire. Alors, vous l'avez dit, Jean-Denis, le législateur français a intégré toute cette réflexion-là, puisque dans le PER, il y a une solution par défaut qui est effectivement une grille d'allocation d'actifs équilibrée. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que plus vous êtes loin de l'âge de la retraite, plus l'investissement en actions et en risque est élevé, et plus vous vous approchez de l'âge fatidique de la retraite, plus on désensibilise et on sort votre capital de ces classes d'actifs risqués pour le mettre sur quelque chose de plus sûr. C'est à la fois orientation vers les marchés actions et désensibilisation. C'est, Jean-Denis le disait, ce que font les Américains depuis longtemps pour gérer leur retraite. Christophe, aujourd'hui dans les pairs français, on a dans les deux cas ces grilles d'allocation d'actifs un peu figées des assureurs, et on a une autre chose qu'on appelle les fonds à horizon retraite. C'est la solution que vous proposez chez Fidelity. Dans les deux cas, c'est ces principes-là qui sont mis en œuvre. Donc l'orientation vers les marchés actions et la désensibilisation. Est-ce qu'à vos yeux, vous qui êtes un spécialiste, est-ce que c'est la bonne manière de traiter la retraite en termes d'allocation d'actifs, et si oui, pourquoi? Alors c'est vrai que les deux options sont bonnes. Je dirais la grille, c'est une bonne solution pour commencer, mais je pense que les solutions à horizon est bien meilleure. Et je vais rentrer un peu dans le sujet pour expliquer pourquoi c'est meilleur. Bon, vous l'aurez compris, on désensibilise les produits, donc ça veut dire que le niveau de risque évidemment baisse et que le SRRI baisse. Donc il y a un alignement du produit avec l'intérêt du client. L'avantage également, c'est que c'est des solutions qui sont liquides, vous pouvez en sortir quand vous voulez, et c'est ça aussi une force des UC comme les fonds à horizon. Mais là où ça fait vraiment la différence, c'est que là, vous allez déléguer une partie de la gestion à un spécialiste des allocations. Non pas une grille figée, mais à des gens dont c'est le métier d'aller justement allouer votre argent sur les marchés internationaux. Et c'est ce qu'on fait très bien à travers les fonds Target. Notre indice de référence, le MSCI World, vous allez capter la croissance mondiale
à travers notre gestion. Et nous, on va gérer à l'intérieur de ça, justement, ce niveau de risque avec l'horizon qui est fixé, que vous aurez fixé vous-même avec votre client. Donc finalement, il y a un horizon qui est fixé dès le départ avec le client. Nous, on va tout gérer à l'intérieur de ça. Et pour qu'au final, quand le fonds arrive à l'échéance, il n'y ait plus aucun risque. Et il est vrai que quand on regarde les historiques, ça fonctionne. C'est tellement simple qu'on se demande pourquoi personne ne l'applique partout. Mais c'est vrai que c'est difficile finalement de fixer un horizon. Et là, pour une fois, on a un horizon qui est clair, c'est celui de la retraite. Donc là, quelque part, le deal, il est bien signé dès le départ. La retraite, un horizon figé, et nous, on s'occupe de tout. Alors, il n'y a pas de solution miracle, on y reviendra peut-être après, mais je voulais peut-être vous montrer un exemple pour qu'on comprenne bien ce que ça fait comme performance et comment on peut gérer ce type de produit dans le cadre de la retraite. J'ai un graphique qui est dans notre présentation, évidemment, mais je pense qu'un bon graphique, parfois, vaut mieux que de beaux discours. Et je vais un peu de technique. Et là, c'est pour mettre plein écran, je ne sais pas. On m'a dit que c'était en haut à gauche, mais je ne vois pas. Donc là, vous avez une situation qui pourrait rappeler celle d'aujourd'hui, d'un investisseur qui investit 24 300 € en 2008. D'un coup, pour sa retraite, il s'est dit, bon, bah, je vais investir sur le target 2040 en 2008. Et fin 2008, fin mi-2008 et début 2009, il a perdu 50%. Donc là, c'est votre client, vous rentrez aujourd'hui par exemple sur un target 2040 ou 2050 et les marchés demain font moins 40%. Évidemment, nos fonds étant 100% actions au départ de l'investissement, ils prennent la baisse des marchés. Mais au final, cette personne qui avait comme horizon de retraite 2040 se retrouve à un niveau de performance de 47 000 € aujourd'hui. Vous avez celui qui met 150 € par mois. Aujourd'hui, par exemple. Là, c'est en 2008. Lui connaît un parcours beaucoup plus tranquille et c'est finalement, dans le cadre de la retraite, souvent des versements périodiques que vous allez avoir à faire plutôt que des gros montants qui tomberaient régulièrement. On est vraiment dans cette optique-là. Et au final, il génère 45 777 € de performance. Et celui qui aurait fait que du fonds en euros, 28 000 €. Et ça, c'est le fonds en euros qu'on a connu aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être encore moins. On se rend bien compte que la prise de risque est payante sur la durée, même si à un moment donné, c'est compliqué. On a quand même perdu une grande partie de son capital. Mais le temps est le vecteur numéro 1 de performance. Et c'est là où la retraite est confortable pour vous et pour nous. C'est qu'on a le temps de gérer et on a le temps de gérer de la performance. Et ensuite, celui qui rentre en versement périodique, là aussi, fait des belles performances. Donc, on a tout qui est aligné pour que vos clients prennent du risque parce que le temps, encore une fois, je le répète, c'est l'élément numéro 1 pour faire de la performance et pour nous laisser le temps, justement, de générer de la performance pour vos clients. Et je voulais vous dire également une chose, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, et c'est là que c'est bien aussi les grilles ou les fonds target, c'est qu'il ne faut pas prendre trop de risques. On se rend bien compte que le départ à la retraite peut être aussi un moment de stress maximum. Imaginons que l'année prochaine, configuration totalement hypothétique, le marché fait moins 40%, et que vous n'ayez pas géré les portefeuilles de vos clients. Vos clients, sur une année, pourraient perdre 40% de leur capital. D'où l'intérêt d'avoir des produits qui sécurisent à l'horizon de la retraite. L'exemple de 2020 est parlant. Notre target 2020 étant arrivé en échéance en 2020, quand les marchés ont fait moins 40, le fonds target a fait 0. C'est ça que vous attendez en fait d'une gestion de ce type-là, c'est qu'on gère le risque pour vous à l'horizon de la retraite. Et c'est exactement ce que font nos produits. Vraiment, c'est efficace, c'est performant. Je pense qu'aujourd'hui, on a un beau succès et je pense que c'est parce que c'est simple et lisible pour tout le monde. Alors quand Christophe dit target, il parle de ces fonds target bien sûr, et ces fonds target, ils vont jusqu'à 2060 et il y a des échéances tous les 5 ans. Donc il y a 6 mois, ma retraite c'est dans 20 ans, je prends celui qui s'arrête dans 20 ans, si vous c'est dans 30 ans, celui qui s'arrête dans 30 ans, etc. Donc l'offre elle est diverse. Justement dans l'étude que vous aviez faite, donc PER, quelle place demain dans l'épargne des Français, on voyait qu'en fait les épargnants privilégiaient d'une manière générale la gestion libre et que dans cette gestion libre, la première chose dont ils avaient envie, c'était les fonds Actions Europe Internationale. Et la seconde chose, c'était justement ces fonds à horizon à 44%, ils les plébiscitaient. Ces fonds-là, pour le particulier, quels avantages? Donc on a vu, il y a de l'action au début,
il y a une désensibilisation qui est faite par un spécialiste. Donc, à la différence peut-être d'une grille où ça peut être un peu brutal, si on a décidé qu'on faisait les arbitrages tous les 23 février, je dis n'importe quoi, et que le 23 février, on perd 40%, c'est fâcheux. Là, c'est un spécialiste qui est aux commandes et qui va pouvoir gérer ça. On a vu aussi que pour les clients qui avaient une crainte de ces marchés-là, ce qui en France est assez habituel, mais il faut maintenant qu'on essaye de les rassurer. On peut les rassurer en leur disant qu'avec un versement régulier, on lisse le point d'entrée et c'est pas idiot non plus de le faire. Qu'est-ce que vous pensez vraiment que ces fonds de target peuvent répondre parfaitement à la demande et comment finalement, est-ce qu'on peut faire une allocation avec plusieurs fonds de target? Alors, c'est vrai que le sujet des targets est tellement passionnant pour moi que je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs éléments que je voulais souligner. On l'a dit, c'est à la base 100% action, et puis après, nous, on intègre des obligations européennes pour éviter les risques de change, et puis ensuite du cash. C'est vraiment ça le modèle. Et là-dedans, on va gérer la granularité des expositions géographiques, sectorielles, pour justement optimiser l'investissement pour vos clients. Derrière, ce qui est intéressant également, c'est que aujourd'hui, vous savez très bien qu'un client, quand il va arriver à la retraite, il va peut-être pas liquider l'intégralité de son contrat retraite. Surtout s'il a une problématique fiscale et que le capital fractionné doit intervenir, etc. Donc on ne va pas liquider tout le produit retraite. Donc peut-être qu'il y a encore une partie de sa retraite qui va rester investie pendant plusieurs années. Et cette partie-là, il faudra la gérer également. On ne va pas le laisser en cash pendant 20 ans. Ça n'a pas de sens. Donc c'est là aussi qu'il est peut-être intéressant, dès la mise en place du PER, d'anticiper les rachats futurs à travers différents targets, qui seront finalement les moments de rachat de vos clients. Je pense que ça peut être... c'est une nouvelle situation finalement, parce que comme on le disait précédemment, la retraite avant, tout était liquidé au moment du départ en retraite. Aujourd'hui, ça ne sera plus le cas. Vous aurez un travail évidemment d'accompagnement, et là-dedans, vous pourrez mettre plusieurs produits retraite. Alors les targets, ce n'est pas la solution miracle, elle doit se mixer avec d'autres solutions, mais je pense que ça doit faire partie intégrante de votre réflexion quand vous faites des produits retraite. Oui, parce qu'effectivement, quelqu'un qui part à la retraite aujourd'hui à 62 ans, il a à peu près 25 ans d'espérance de vie. S'il est tout en monétaire à 62 ans, ça peut être fâcheux. Mais si je décide, par exemple, de mettre 70% de mon capital sur un target qui correspond à l'échéance de ma retraite, je peux mettre 10% sur un target à 50+, 10%, enfin, etc., pour avoir un peu plus de risques au final à 62 ans. Ça, c'est toujours possible. Et sinon, vous l'aviez dit, je peux aussi, au moment où j'arrive à la retraite, racheter mon fonds target puisqu'ils sont complètement liquides. C'est des fonds comme les autres. Vous sortez quand vous voulez. Et puis, vous refaites à ce moment-là, avec vous, les CGP, votre allocation d'actifs en fonction de comment vous êtes en forme, de vos objectifs, etc. etc. Donc, ces fonds de target répondent gentiment à la demande, joliment à la demande. Est-ce que vous nous parlez des performances, est-ce que vous avez des performances à nous donner pour qu'on ait un peu, qu'on voit un peu vraiment ce que ça donne dans le concret, quoi? Alors, je reviens juste sur un élément sur les targets. Ce qui est drôle, c'est que, est-ce que vous connaissez beaucoup d'OPCVM dont la date de fin est indiquée? En général, il n'y a jamais de date de fin sur un produit financier. Si vous prenez un fonds action, on ne vous dit pas quand est-ce qu'il sera terminé ce fonds action. La vie des produits financiers font parfois ils sont absorbés, parfois ils disparaissent, parfois ils existent toujours, mais il n'y a jamais de date de fin. Sur les produits Horizon, toutes les échéances, ils disparaissent au bout de 5 ans après la date de fermeture. Par exemple, le 2020 disparaîtra définitivement en 2025. Mais pendant ces 5 ans-là, il faudra les administrer. Vous aurez à les gérer parce que sinon ils sont 100% cash et comme on l'a dit, aujourd'hui le cash coûte. Donc il y aura un acte de gestion. Je me souviens plus de ta question, Mireille. Moi non plus. Non, je plaisante. Non, je vous demandais les performances. Ah, évidemment. Les performances finalement sont la conséquence de tout ce qu'on vient d'évoquer là. C'est vrai que c'est facile à dire aujourd'hui parce que les performances sont quand même assez exceptionnelles. À la base, quand moi j'ai commencé à proposer ces produits-là, en 2006, les performances ont visé environ 3-4% annualisés sur des longues périodes. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le fonds en euros faisait à peu près la même chose, voire même plus. Donc, solution qui était difficilement audible pour n'importe quel CGP où je disais, moi je te propose de prendre du risque, mais pour être payé 3-4% annualisés. Et aujourd'hui, il s'avère que le fonds en euros n'est plus ce qu'il était et que faire 3-4% annualisé, ça commence à être assez intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, les fonds, je vais prendre l'exemple du Target 2035, sur 5 ans, ça fait à peu près du 8% annualisé, sur 10 ans, ça fait du 10% annualisé, et depuis le lancement en 2006, donc on est à 130% cumulé. Donc ça fait des performances assez remarquables, encore une fois, proches du MSCI World, et c'est ce qu'on vise à travers ces solutions-là. Et sur de la retraite, faire ne serait-ce que du 6% annualisé sur un horizon de placement de 20 ou 30 ans, je pense que les clients seront contents, vous serez contents,
et le service, enfin, les retraités seront contents. Merci beaucoup. Toujours dans l'étude que vous avez réalisée, en fait, il apparaît que les gens ont des craintes concernant les frais, parce que pour la même raison qu'il est important d'avoir des actifs qui rapportent quand on veut préparer sa retraite à long terme, il est important aussi d'avoir des frais pas trop élevés, parce que si les frais viennent manger la performance, ça n'a plus tellement d'intérêt. Donc il y a une inquiétude vraiment au niveau des frais. Ces fonds target, est-ce que leurs frais sont transparents? Est-ce que c'est clairement indiqué? Est-ce que, en termes de frais, qu'est-ce que ça donne? C'est vrai que c'est une question qui est récurrente quand on parle du PER, on parle de la structure des frais des produits financiers, mais quand on regarde l'offre des assureurs aujourd'hui, elle est très proche finalement de ce que vous trouvez sur l'assurance vie, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et si on regarde plus précisément la structure de frais des fonds de Fidelity Target, c'est la structure des frais de fonds actions de Fidelity, ni plus ni moins. C'est les mêmes frais que vous aurez sur un contrat assurance vie que sur un contrat retraite. Donc il n'y a pas de surprise. Et c'est lié finalement aussi au fonctionnement même du produit. On ne l'a pas évoqué dans sa technicité, dans sa composition, mais souvent des fonds d'allocation d'actifs fonctionnent avec des fonds de fonds. On va dupliquer des fonds, on va rajouter des fonds avec des parts institutionnelles qui vont empiler des frais. Chez Fidelity, on a pris un autre choix, c'est-à-dire que tout est internalisé chez Fidelity. Donc, si le gérant de cette classe d'actifs des fonds target se dit je veux des valeurs américaines, il va dupliquer un fonds américain de Fidelity. Donc, quand il dit dupliquer, c'est du ligne à ligne. Donc, on se trouve sur un fonds pur avec des expertises de chacun de nos gérants au sein de Fidelity. Donc, en termes de frais, c'est les mêmes frais qu'un fonds action. Et j'irai même plus loin. Fidelity était plus loin dans sa démarche. C'est que vous aurez bien compris qu'au départ, le fonds est 100% action. Donc, c'est normal, il y a une recherche, il y a j'ai envie de dire, du jus de cerveau de gérant et des vrais choix stratégiques. Mais plus le produit avance, plus il sécurise sur des obligations court terme qui sont là juste pour préserver la performance qu'on a fait dans le temps. Et ensuite du cash. Évidemment que la recherche et que les frais se justifient moins sur l'échéance, les dernières échéances, et là les frais baissent. L'idée c'est encore une fois de préserver les intérêts des épargnants, et donc on part de 1,50 sur des produits de SRI 6, 5, 4, pour que le produit final ait des frais de 1,10, plus proche de ce que sont des fonds obligataires classiques. Donc voilà. En termes de frais, je pense qu'on ne peut pas être plus transparent. Merci Christophe, j'en reviens toujours à cette étude. Donc on l'a vu, les épargnants, surtout les plus jeunes, plébiscitent la gestion libre. Comment dans mon allocation d'actifs, je peux marier vos fonds target, qui sont des fonds, j'allais dire, placés sur les marchés financiers purs, avec d'autres choses qui font les joies des épargnants. Je pense notamment à certains fonds immobiliers dont certains sont friands, à certains fonds de private equity, à certains fonds infrastructures. Ces choses-là intéressent de plus en plus le grand public. Est-ce que c'est cohérent de marier tout ça avec vos fonds target? Est-ce que ça a un sens? La diversification est le maître mot chez Fidelity. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle unique. Je dirais que quand vous avez des gros contrats de retraite, évidemment qu'il faut vous poser sur les allocations et évidemment qu'il faut intégrer d'autres actifs comme le PE, comme l'immobilier, d'autres classes d'actifs obligataires, enfin faire une vraie allocation. Mais quand on revient à la base même, comme je vous le disais tout à l'heure, de la retraite, sur des primes périodiques de 100, 200 euros, est-ce que vous allez faire des allocations? Je ne crois pas. Je ne crois pas que vous allez poser des allocations pour des montants de 100, 200, 300 euros. Donc je pense que ce type de solution-là, qui sont les targets, s'applique parfaitement à des versements périodiques réguliers. Et une fois que vous commencez peut-être à avoir un gros stock, commencez à vous poser peut-être à revoir vos allocations. Mais je pense que naturellement, sur les petits montants, sur des montants récurrents, pour quand même avoir une vraie plus-value auprès de vos clients, les solutions de fonds à horizon sont vraiment la meilleure solution que vous pouvez avoir aujourd'hui. Mais je le répète, il n'y a pas de solution miracle et la diversification est vraiment le maître mot dans la gestion d'actifs. Et ça, vous le savez. Tout ce que vous dites, Christophe, sera absolument important en 2021. Parce qu'en 2020, le rendement des fonds en euros était encore supérieur à 1%, mais l'inflation était très faible. Était de 0,4 ou de 0,5, je ne sais plus. Donc on avait un rendement positif des fonds en euros. En 2021, les fonds en euros vont passer sous la barre des 1%, mais l'inflation, elle est en train de grimper. Elle sera à plus de 1%. Ce qui signifie vraiment qu'en 2021, la rémunération réelle sur le fonds en euros sera négative. Donc il faut vraiment se poser ces questions aujourd'hui d'allocation d'actifs, surtout en vue de la retraite. Encore une fois, si c'est un placement à 1 an, à 2 ans, on peut accepter une performance finalement pas dingue. Quand on prépare sa retraite, on a des outils pour avoir une performance intelligente. Il faut vraiment les utiliser, je pense. Jean-Denis, en conclusion, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce thème de la gestion financière en vue de la retraite?
Je vais reprendre ce que vous disiez là, Mireille, sur l'inflation, parce que c'est vrai que c'est un gros sujet aujourd'hui. Bon, les plus grands experts discutent d'une inflation transitoire ou plus long terme. Il faut reconnaître que s'il y a plus d'inflation aujourd'hui, les investissements actions sont une bonne protection. Le pire des investissements c'est le bas de laine quand on a de l'inflation, c'est-à-dire ou bien des investissements monétaires ou des actifs sans risque. Donc ce risque-là est encore plus prégnant aujourd'hui pour les investisseurs et on a une indexation au travers des investissements actions, en particulier quand on a du temps devant soi. Donc c'est une bonne couverture du risque inflation que d'être exposé sur des actifs actions comme sur des actifs réels également. Il y a un autre élément qui me semble indispensable, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui en termes de gestion financière qui s'est foncièrement internationalisé. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine d'années, vous regardiez les portefeuilles, quand on était en France, c'était très français, c'était très CAC 40, c'était un peu euro et c'était pas du tout global. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'en termes de performance, si vous n'allez pas chercher la performance là où elle se trouve, c'est-à-dire pas forcément proche de nos frontières, vous avez un vrai trou dans votre allocation et un vrai manque à gagner. Et on l'a vu parce que globalement, l'internationalisation des classes d'actifs s'est retrouvée dans les flux et les actions internationales, globalement, bien sûr portées par les actions américaines, mais pas uniquement, aussi en Asie, malgré l'année difficile pour la Chine cette année. Sur du long terme, on est convaincu chez Fidelity, aussi de par notre empreinte très internationale, qu'il faut être présent sur ces marchés-là. Et ce n'est pas à horizon 1 ou 2 ans. Là, pour le coup, avec les sujets de fonds à horizon, fonds target qu'on a évoqués là, ça s'applique parfaitement à une internationalisation des classes d'actifs. Et donc, la capacité qu'on a avec nos 400 professionnels d'investissement, on a 1000 personnes, par exemple, qui sont en Chine, chez Fidelity International, avec des gérants chinois qui gèrent des actions chinoises, qui parlent à des entreprises chinoises, et on a ça dans tous les pays. C'est-à-dire que nos gérants, nos analystes sont très très proches des entreprises dans lesquelles ils investissent, qui les comprennent mieux. Et donc, au travers d'un véhicule du type de celui qu'a évoqué Christophe, vous en bénéficiez et vos clients en bénéficient pleinement. C'est-à-dire que vous avez toutes les ressources de Fidelity que vous allez retrouver dans les fonds à horizon. Puis le dernier élément pour conclure, c'est que la retraite, comme son nom l'indique, ce n'est pas une opération tactique de court terme. C'est un engagement de très long terme. Et un engagement de très long terme, ça peut se faire qu'avec des partenaires de très long terme. Nous, on existe en France depuis 1994. On est toujours une société de gestion étrangère. Dans notre nom, c'est vrai qu'on est Fidelity International. On n'est pas Amundi Crédit Agricole. Donc on sera toujours perçu comme une société de gestion étrangère. Et pourtant, on se sent probablement un des plus français des étrangers parce qu'on est une société de gestion à Paris. On est régulé par l'AMF et on est présent auprès des conseillers en gestion de patrimoine en particulier depuis 1994. Et on sera toujours là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Probablement pas moi ni Christophe, mais Fidelity sera toujours là. Et les fonds target que l'on positionne aujourd'hui auprès de la clientèle française, ce n'est pas un pari tactique, ce n'est pas un pari opportuniste, c'est un pari de très long terme pour pouvoir vous accompagner et vos clients sur le très long terme. Merci Jean-Denis. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être si vous avez des questions, ça serait intéressant de profiter de la présence de nos deux spécialistes pour les poser. Monsieur, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Peut-être levez-vous, monsieur, essayez de... Ah, on va vous donner un micro. Ah, c'est celui-là. Sinon, on l'a pas dans l'enregistrement. Bonjour à tous, merci de votre exposé. Alors je vais parler un peu plus fort alors en même temps. Donc bonjour à vous, merci de l'exposé. J'ai une question concernant, vous avez mentionné à juste titre la possibilité de sortie pour la résidence principale, ce qui à mon avis détruit totalement la location long terme. Parce qu'effectivement, quand vous avez, moi j'ai fait des PER avec des clients qui ont 18 ans, avec une optique long terme, mais eux-mêmes, ils pensent qu'ils le reprendront lors de leur résidence principale. Et en plus, comme le nombre de rachats pour la résidence principale n'est pas limité, qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut, quand ils changent, parce qu'ils s'agrandissent, parce qu'ils ont des enfants, oui, quand ils s'agrandissent parce qu'ils ont des enfants, évidemment, ça bousille complètement la location. Donc ça, c'est un premier point. Et puis deuxième point, toujours sur les sujets allocation et durée d'investissement, dans la partie durée d'investissement, quand vous arrivez à la retraite,
vous n'avez pas forcément envie je dirais de liquider totalement en cash votre position retraite, parce que vous avez encore, comme vous l'avez très bien mentionné, 25 ans devant vous quand vous avez 60 ans. Donc c'est un peu dommage de se retrouver en total cash à une durée. Donc forcément, il faut entre guillemets investir sur un target plus long que celui pour se retrouver cash à un moment où on aura. Et donc ma question porte sur le 401K. Dans le 401K, comment les Américains ils sortent? Forcément en rente ou totalement quand ils veulent, ils peuvent sortir comme ils veulent, ou quelle est la sortie du 401K, et est-ce qu'on peut faire le parallèle avec la sortie du PER? Alors, du coup, attendez, c'est bon? Il y a les deux options, là, les sorties en capital et les sorties en rente. Alors c'est un peu complexe parce qu'il y a différents systèmes de sortie aux États-Unis. En revanche, là où pour moi la grosse différence qui existe, c'est, et vous l'avez mentionné en fait, peut-être pour des raisons de simplification, ce que nous disons, c'est que quand on part à la retraite en 2040, par exemple, eh bien, on prend un fonds 2040 et effectivement, ça permet d'avoir une échéance qui correspond à son départ en retraite. C'est peut-être pas forcément la bonne option au regard de ce que vous avez dit. Vous avez parfaitement raison. Est-ce qu'il faut peut-être plus parler de projet personnel que de date spécifique de départ en retraite? Moi, c'est pas parce que je partirai en retraite en 2040 que je voudrais effectivement avoir la liquidation de mes actifs et avoir tout en cash en 2040. Probablement pas. Peut-être que ça sera vrai pour 20% de mes actifs. Peut-être que ça sera vrai pour 10% de mes actifs, pour 50%. Après, c'est la situation personnelle que vous pouvez avoir qui va orienter les fonds target et la maturité des fonds target par rapport à vos projets personnels, incluant la question de la retraite. Donc c'est pour ça qu'il faut voir ça dans une allocation patrimoniale globale. Pour revenir sur le sujet des États-Unis, la grande force en fait pour moi de la situation américaine porte sur deux choses. D'abord sur l'aspect pédagogique en fait qu'ont réussi les conseillers auprès des investisseurs américains à décomplexer le sujet de l'investissement financier vis-à-vis de la retraite. Ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de complexe et il y a vraiment une appétence au risque qui est nettement supérieure à la nôtre. Le deuxième élément, il est plus relatif à la flexibilité des systèmes, les passerelles qu'il peut y avoir entre l'individuel, le collectif et la possibilité de sortie qui sont assez flexibles entre du capital et de la rente. Après, il y a des situations qui sont assez proches de ce que vous allez retrouver dans le PER, où vous vous faites attraper sur la fiscalité à l'entrée ou à la sortie selon les options. Il y a la même chose au niveau américain également. Vous retrouvez quand même beaucoup de points communs entre ce qu'a mis en place le gouvernement dans le cadre de la loi Pacte et ce qui existe aujourd'hui aux États-Unis. Il y a des petites différences techniques, on ne va pas rentrer là aujourd'hui parce que c'est un peu complexe selon les différents types de 401K, etc. Mais globalement, la situation qu'on a, le panorama qu'on a aujourd'hui en France avec le PER est très proche de la situation américaine. Et je pense que la notion d'allocation que vous évoquiez, elle est clé. C'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas se bloquer sur son départ en retraite et il faut plutôt réfléchir de quoi je vais avoir besoin quand je vais arriver à la retraite par rapport à mon patrimoine global et comment j'alloue la maturité de mes fonds horizon par rapport à ces projets-là, la retraite étant peut-être un élément à prendre en compte dans une optique patrimoniale plus globale. D'autres questions, n'hésitez pas. Monsieur. Bonjour. Alors, on parlait d'objectifs long terme. Je force un peu la voix. On parlait d'objectifs long terme. Moi, je vois un autre objectif long terme dont on parle souvent en ce moment. C'est toute l'empreinte carbone, même l'empreinte sociale, déplacement, etc. Du coup, est-ce que dans ces fonds target, vous incluez quelque part un objectif carbone, un objectif social, parce qu'on parlait d'exposition mondiale, mais l'intérêt aussi de l'exposition locale, c'est de pouvoir contrôler l'impact dans l'économie réelle de nos placements. Donc ma question, c'est de dire, puisqu'on est de plus en plus demandeurs sur nos placements, d'avoir un impact positif, est-ce que c'est pris en compte dans les targets ?
Alors, l'approche environnementale, sociale et de gouvernance est effectivement cruciale aujourd'hui. Bon, globalement, on n'a quasiment plus un client qui n'évoque pas ce sujet-là avec nous et qui ne nous demande pas, sur les différents produits financiers que nous proposons, quelle est la situation environnementale, sociale et de gouvernance de ces produits-là. Les fonds Target aujourd'hui bénéficient intégralement de l'approche extra-financière que nous avons, qui est assez unique chez Fidelity, c'est-à-dire que de par les 400 professionnels d'investissement que nous avons complètement intégré dans notre processus d'investissement l'extra-financier. Je m'explique, quand on va acheter une entreprise, les actions d'une entreprise et qu'on va la mettre dans notre portefeuille Target, nous allons évaluer l'empreinte environnementale, sociale de l'entreprise. Nous allons la noter, nous allons en prendre compte dans notre décision d'investissement et nous allons également, d'ailleurs, s'il y a des éléments qui ne nous conviennent pas, informer le board, donc le comité de direction, le comité exécutif de l'entreprise et rentrer en engagement avec elle de manière à pouvoir améliorer les choses. Aujourd'hui, les fonds Target sont, pour les plus spécialistes, encore article 6. Ils ont vocation à passer en article 8, comme une très très grande partie de la gamme. Ce n'est pas le cas au jour où je vous parle, mais ça va l'être dans les mois, dans les années qui viennent, de manière à pouvoir avoir une approche encore plus intégrée en termes extra-financiers pour l'intégralité de la gamme Target. Article 8 SFDR, évidemment, donc la réglementation SFDR. Pardon, eh bien, plus de questions. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous bon courage dans vos allocations d'actifs. J'espère que la conférence vous aura été utile et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.